Vous dites que la population doit continuer à vous accorder sa confiance. Or, depuis quelques semaines, on voit sur les réseaux sociaux notamment qu'elle vous critique beaucoup dans vos dernières décisions, notamment sur la création de 70 postes au sein de la collectivité, donc une décision prise lors du dernier conseil territorial. Comment la com peut-elle créer des postes alors qu'elle affirme ne pas avoir d'argent ? Oui, je peux comprendre un petit peu cette impatience et cette volonté de voir un certain nombre de choses faites et le fait de ne pas voir cela transcrit dans certaines des actions. Mais je veux que la population comprenne une chose, c'est que nous sommes arrivés en mars 2017 avec une situation de fait. Et dans cette situation de fait, il y avait la problématique du personnel et du personnel qui, pour une partie, travaillait sans contrat. Et donc il a fallu faire toute une série de régularisations. On a commencé par procéder par étapes, on a changé effectivement un certain nombre de directions et on a un nouveau directeur des ressources humaines qui a repris à bras-le-corps tous ces contrats. C'était pas une mince tâche et qui a repris un à un toutes les situations des uns et des autres. Vous savez qu'il y a une procédure à adapter, il y a un CAP, il y a un CT, il y a les règles syndicales à respecter, et tout ceci n'est pas facile. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que nous avons dû régulariser un certain nombre de situations qui étaient pendantes, des gens qui étaient là depuis plus de 10 ans, des fois même plus de 15 ans, et qui étaient dans une situation irrégulière, et qu'il a fallu régulariser. Alors oui, nous avons assumé nos responsabilités, et nous avons légalisé ce qui était dans une situation irrégulière. Ensuite, et ce qui ne bouge pas dans le budget, puisque c'est simplement la régularisation de certains agents qui étaient déjà en fonction, mais sur des conditions de contrat qui n'étaient pas, je dirais, qui n'existaient pas. Donc ça, il a fallu régulariser. Ensuite, il y a eu ce qu'on peut appeler des 30 ouvertures de postes. 30 ouvertures de postes, c'est d'abord une promotion interne. C'est des catégories C qui sont devenues catégorie B, des catégories B qui sont devenues catégorie A. Et oui, il y a eu aussi une quinzaine de postes qui ont été ouvertes en général en termes de nouveaux postes. Pourquoi? Parce que dans la demande de la Chambre territoriale des comptes, la remarque avait été faite qu'il fallait renforcer les équipes. Et on n'avait pas besoin, je dois dire, de l'avis de la Chambre territoriale des comptes. Lorsque nous sommes arrivés aux commandes, ce besoin s'est fait sentir. Donc je comprends que tous ces mécanismes sont des mécanismes qui ne sont pas très... je dirais, à la portée de tout un chacun, dans sa compréhension du moins, mais ce sont des choses qui étaient nécessaires pour assainir aujourd'hui la situation d'une collectivité. Et ce n'est pas des choses qui sont arrivées après Irma, ce sont des choses qui étaient déjà enclenchées avant Irma. Donc il faut comprendre que c'est un processus qui a démarré dès notre élection aux commandes de la collectivité. S'il n'y avait pas eu Irma, c'est un processus normal qui aurait continué. De même, donc, la semaine dernière, vous avez annoncé le lancement du chantier de restauration du Fort Louis à Marigot, alors que nous sommes dans une période de reconstruction de l'île après Irma, dans une période où d'autres chantiers semblent davantage importants. Comment vous expliquez cette décision de restaurer le fort et comme vous aviez également demandé l'enlèvement de l'épave Elmaude dans la baie de Marigot, alors qu'elle était là depuis 25 ans et que c'était peut-être pas forcément une priorité? Oui. Alors, tout est important. Hein. Lorsqu'on sort d'une catastrophe comme l'après-Irma, tout est important. Mais il faut comprendre, encore une fois ici, il y a des choses qui étaient déjà enclenchées. D'abord, parlons d'Elmaude. Elmaude était effectivement une promesse dans notre campagne territoriale. Et c'est un processus qui a été enclenché immédiatement après notre élection. Il y a eu un premier budget, rappelez-vous, que nous avons dû voter dans la précipitation, dans la mesure où on était déjà en retard de budget. Donc on a dû reprendre le budget qui n'était pas le nôtre, qui était celui de l'ancienne équipe, et on a dû modifier certains paramètres. Parmi ces paramètres, il y avait Elmaude. Nous avons fait en toute transparence, au sein du conseil territorial, l'annonce qu'il allait avoir un marché sur le retrait d'Elmaude. Irma est arrivé, ironie du sort, la société devait agir la veille de l'arrivée du cyclone. Ça a été repoussé parce qu'il y a eu le cyclone, mais c'était des opérations qui étaient déjà engagées. Donc, on ne pouvait pas perdre ce marché, et c'est pour ça que c'est arrivé tout de suite après le phénomène Irma. Donc,
sur le volet du Fort Saint-Louis, là encore, il ne faut pas mélanger les choses. Vous savez, on est dans une administration qui a des règles et des principes. Aujourd'hui, les budgets, quand on va chercher ces budgets, là, il s'agit de culture, il s'agit de patrimoine, et ce ne sont pas les mêmes budgets que ceux de la reconstruction, que ceux du nettoyage, que ceux du déblayage. C'est des budgets qui sont propres à certains ministères, à certains dispositifs nationaux. Et le fort, lui, était dans cette dynamique. C'est quelque chose, et c'est un chantier que nous avons également mis en route avant Irma, et que nous étions obligés de continuer, parce que sinon nous pouvions, et nous avions le risque de perdre tous ces fonds. Donc ça aurait été dommage de se priver de ces fonds qui étaient déjà engagés, parce que nous sommes, rappelez-vous, un territoire qui vit à 95% de tourisme, et que donc l'amélioration et la mise en valeur de notre patrimoine fait partie de cette attraction du territoire. Et donc, perdre ces fonds inutilement, ben, nous avons préféré les renclencher. Alors, peut-être que ça paraît inutile aux yeux de certains, mais entre perdre les fonds et les engager, surtout quand c'est des subventions, nous avons préféré, nous, cette majorité, à enclencher et à poursuivre ce travail. Plus de 6 mois après Irma, la population attend de vous des actes concrets. Quels sont les chantiers de reconstruction que vous êtes en train de lancer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs chantiers. Il faut comprendre que nous avions un impératif qui était celui de savoir quelle serait l'enveloppe débloquée par l'État sur le plan pluriannuel d'investissement. C'est une réponse que nous attendions et qui a été fixée le lundi 12 de ce mois. Nous sommes aujourd'hui sur le constat de ce qui est disponible. Nous devons maintenant préparer notre budget 2018. Et au travers de ce budget 2018, vous verrez que la collectivité, malgré le peu de moyens aujourd'hui qu'elle a, je ne vais pas refaire la genèse de ce qui a été dit, je crois que la presse s'en est fait le vecteur de communication sur le résultat de cette RIM qui a indiqué la participation de l'État, les fonds véritablement alloués, et vous verrez, et vous avez vu que les demandes n'ont pas été à la hauteur des attentes de la collectivité. Et aujourd'hui, nous avons voulu prioriser quand même un certain nombre de choses. Vous savez qu'on doit effectuer une rentrée scolaire, que les montants qui ont été demandés n'ont pas été ceux qui ont été obtenus, mais quand bien même, on va devoir grever une partie de notre budget en investissement pour faire face à cette situation. Sur une autre partie, nous allons devoir faire appel aux prêts, mais d'ores et déjà, nous savons que notre capacité d'endettement n'est pas à ce qui a été annoncé par l'État, notamment, je crois, si j'ai bien compris, entre 60 et 68 millions de prêts disponibles, ce qu'on appelle les prêts bonifiés. Aujourd'hui, je sais que lorsque j'ai pris cette collectivité, sa capacité d'endettement avait été loin de la dépasser. Et donc, si je m'en remets à ce qui m'a été dit récemment, si nous avons accès à des prêts, nous aurons entre 15 et 20 millions maximum. Donc aujourd'hui, ce que je veux que la population comprenne, c'est que les priorités de cette collectivité, que sont l'éducation par la réhabilitation, la réparation de nos écoles pour parvenir à une rentrée scolaire, mais aussi pour améliorer les conditions actuelles de nos étudiants au sein de ces établissements, est une priorité des priorités. Et nous ferons ce que nous devons à faire dans notre budget pour y parvenir, et vous verrez que ça sera transcrit. Il y a la situation des sinistrés qui n'étaient pas assurés. C'est aussi une problématique qui n'a pas été évoquée et dont on se retrouve sans budget. Il va falloir que dans notre budget 2018, nous allons chercher des enveloppes nécessaires. Je l'ai dit, j'essaye d'obtenir le maximum. Quand j'ai le montant définitif, j'aurai mon plan B pour faire autrement. Et je n'ai d'autre façon que d'aller, encore une fois, grever mon budget sur cette partie pour compléter, afin de pouvoir produire une rentrée scolaire honorable au mois de septembre. Que les gamins puissent rentrer dans des locaux qui sont des locaux adaptés à la situation. Il faut que les professeurs puissent être dans des conditions optimales de fonctionnement. Il faut que les parents d'élèves puissent aussi avoir la possibilité de déposer les gamins dans des horaires qui respectent ce qui était l'avant Irma. Éviter aujourd'hui la rotation, puisque ça a été une des critiques, mais c'est aussi
des questionnements qui ont eu réponse il n'y a pas longtemps auprès des parents de l'école Ghislaine Rogers de Grand Case, où mes élus et mes techniciens ont répondu sur un planning qui a d'ores et déjà été donné sur ce qu'on peut faire aujourd'hui sur des réparations immédiates. Mais pour la rentrée, il va falloir aussi mettre des bouchées doubles pour avoir cette rentrée qui soit effectuée dans des conditions plus qu'honorables. Pour ce qui est de Sandigrang, la même chose est faite et nous allons rencontrer, si ce n'est déjà fait par une partie de mes élus, les parents d'élèves pour tenir aussi un timing sur les choses que nous pourrons faire tout de suite et les choses que nous ferons un peu plus à long terme. Il est clair que le collège 900 et les 2 écoles ne pourront pas voir le jour d'ici demain. C'est des constructions qui prennent à peu près 18 mois à faire. Au niveau du financement, il va falloir aller chercher, puisqu'on n'a pas eu l'enveloppe totale, il va falloir aller chercher les dispositifs. Nous nous ferons fort de faire le nécessaire pour pouvoir accéder à la demande de la population. Donc là, vous êtes en train de dire que la collectivité a assez d'argent pour reconstruire? Non, je suis en train de dire qu'on va faire des efforts surhumains. Parce qu'on y oblige sur des choses qu'on voulait faire en matière d'investissement et qu'on ne pourra pas faire tout de suite, mais dont on garde cet objectif et ce cap, je tiens à le préciser. Il y a quand même des projets d'envergure, il y a des délégations de services publics qu'on va devoir effectuer, donc je vais devoir aller chercher dans des budgets qui étaient attribués à autre chose pour justement parer à cette situation et à ces urgences de ma population. Donc toujours 6 mois après Irma, la population ne comprend pas pourquoi vous n'avez pas pu remettre l'éclairage public partout, ou du moins quand il y a encore les lampadaires debout, il n'y a pas de lumière le soir. Alors encore une fois, tout ça c'est les budgets. Et là il a fallu agir avec des priorités. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant il y a de l'éclairage partout où il peut y en avoir. Il y a encore des problématiques où des éclairages aujourd'hui tombent en panne. Et, nous n'avons de cesse d'essayer de réparer tout cela. Encore une fois, dans mon budget, vous allez voir un montant, je crois, d'à peu près 2,5 millions pour sécuriser et remettre de l'éclairage dans des endroits où il n'y en avait pas, parce qu'il y a les problèmes de câblage, il y a les problèmes de lampadaires, il y a les problèmes en général sur l'entièreté du réseau. Vous savez, on a eu un cyclone qui a détruit la totalité du réseau. Moi, je tiens à féliciter mes équipes du service technique qui ont fait le maximum pour essayer de remettre à niveau tout ce qui a pu l'être. Donc, lorsque vous regardez aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, une bonne partie aujourd'hui est éclairée. Maintenant, il faut améliorer tout ça. Il faut refaire un schéma sur cet éclairage et savoir prioriser aujourd'hui les montants, les sommes que nous allons utiliser sur ce que j'appellerais de l'efficacité. J'ai demandé là encore à mes équipes de revoir la qualité d'éclairage. Nous savons que sur du LED, nous avons une meilleure qualité de luminosité, mais nous avons aussi une économie certes et réelle sur la durée des ampoules. Donc nous allons aller dans cette direction. Certes, un programme plus large, je crois, à hauteur de 22 500 000 €, qui est demandé aujourd'hui pour avoir un dispositif complet. Il est clair que cet argent, il va falloir aller le chercher dans un certain nombre de dispositifs. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça se fera sur un échelonnement de 3 à 6 ans pour l'ensemble et la totalité du réseau. Pour ce qui concerne d'autres projets d'une aussi grande ampleur, nous pouvons parler de la marina royale. Je vous rappelle que c'est sur une délégation de service public et que le délégataire doit faire le nécessaire pour remettre à niveau le produit. Nous avons en tous les cas chez nous, dans nos tablettes, sur notre planification aussi des projets pour cette marina, pour l'améliorer, pour la rendre un peu plus efficace. Effectivement, là encore, c'est des budgets. Ça sera probablement sur un budget 2019. Comme je vous l'ai dit, 2018, nous avons ces premières priorités
que j'ai énumérées tout à l'heure. Mais sur 2019, nous partons sur une réflexion de l'aménagement entier. On ne peut pas réfléchir aujourd'hui, et il faut utiliser, en tous les cas, en tant qu'avantage, ce qui nous est arrivé avec Irma, pour redéfinir l'entièreté du territoire. Il faut qu'on ait la stratégie de se dire, on ne réfléchit pas que pour une zone, on réfléchit pour la totalité du territoire. Et si on met un investissement précis dans une partie du territoire, il faut que ça soit complémentaire avec un investissement qu'on mettra sur une autre partie du territoire. Ensuite, sur d'autres gros volets de développement, sur la baie orientale notamment, puisque vous parlez des réseaux, il y a été question également de qu'est-ce qu'on faisait sur la baie orientale. Sur la baie orientale, on a deux sujets. On a les sujets d'une partie de la plage où d'ores et déjà une concession légale que nous avons trouvée en arrivant, où on nous a demandé un certain nombre de permis qui ont été relancés pour les restaurants de plage de la baie orientale. Ces permis ont été déposés, ces permis ont été accordés en concordance avec les règles, en concordance avec les réglementations en vigueur par rapport à la houle, par rapport au phénomène qu'Irma a pu procurer sur cette partie du territoire. Il n'en demeure pas moins qu'il y a aussi une partie de la population qui était installée sur le lot AW34, le fameux où la totalité de l'investissement de la collectivité a disparu. Et là, il y a une réflexion qui est portée et je peux vous garantir que mes équipes et le vice-président en charge, encore ce matin, faisaient des arbitrages sur le devenir de cette parcelle. Très vraisemblablement, l'opportunité sera donnée de reconstruire sur ces parcelles d'une certaine manière, mais je laisserai le vice-président donner les informations sur ce sujet. Nous sommes constamment, Estelle, sur le qui-vive pour essayer de trouver les solutions qui satisfassent à tout le monde. C'est difficile aujourd'hui d'aller dans certaines directions. Vous le savez, la collectivité, si elle est compétente en matière d'urbanisme, à la délivrance des permis, elle ne l'est pas en matière d'environnement. Donc l'État est en charge aujourd'hui de délivrer la carte des aléas, ce qui a été fait depuis décembre. Et depuis décembre, nous travaillons sur cette carte des aléas pour préparer et valider un PPRN. Ce qui est fait, ça a été annoncé, je crois, par les services de l'État au 1er janvier 2019. C'est pas qu'il y a un délai. Pourquoi un délai aussi long? Parce que les conséquences sont énormes. Et aujourd'hui, les prises de décision doivent être faites en toute concertation et en ayant les conséquences et en mettant sur table les avantages, les inconvénients. Sachant que, bien évidemment, il y a une chose qui prime, c'est la sauvegarde de la vie des personnes. Vous avez vu, nous avons eu un phénomène de houle, il n'y a pas très longtemps, qui est un phénomène régulier sur Saint-Martin, mais sur aussi les autres îles. Mais ce phénomène régulier a eu une dimension multipliée par 3, voire 4 dans ses effets. Et c'est un phénomène aujourd'hui que nous voyons de plus en plus puissant. Donc toute porte à croire que dans le futur, tout phénomène qu'il y aura sera des phénomènes, en tous les cas c'est comme ça qu'il faut le prévoir, des phénomènes qui seront de plus en plus puissants. Oui, mais comprenez que les gens qui habitent en bord de mer notamment, que ce soit à la baie orientale, à Grand-Case ou à Cul-de-Sac ou à la baie Nitley, aujourd'hui, on leur dit le PPRN va être livré début 2019, les documents de la collectivité quelques mois plus tard, donc c'est pas avant 1 an. Qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui? Vous leur dites quoi? Ils peuvent réparer, ils peuvent remettre un toit et des fenêtres, mais doivent-ils investir ou garder l'argent des assurances et attendre 1 an pour savoir s'ils doivent quitter ou non l'île? La collectivité a répondu à cette question très rapidement. Je crois qu'en la matière, nous avons bousculé les procédures. Nous avons déjà évité de faire passer des permis de construire et passer sur des autorisations de travaux. Nous avons également essayé de faire comprendre aux autorités étatiques que lorsqu'on est dans une zone d'intérêt économique, c'est-à-dire commercial, tous nos voisins construisent sur le bord de mer. Lorsqu'il s'agit de commercial, le client qui vient, il veut être au bord de l'eau. Donc nous avons réussi à préserver la construction d'hôtels sous ces emplacements, la construction de restaurants, en fait la construction de tout ce qui est commercial. Là où il y a la problématique, c'est sur les habitations. Mais quand bien même, aujourd'hui, nous avons mis un dispositif, et j'invite tout un chacun à se présenter au service de l'urbanisme s'ils ont un doute, mais en ce qui concerne aujourd'hui les préconisations qui ont été faites, nous avons autorisé la mise hors air, hors eau pour sécuriser aujourd'hui les bâtiments.
Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que la question des habitations, et non pas des commerces, mais des habitations qui ne pourront pas rester dans certains endroits dits dangereux pour la vie des habitants, là, il y aura des décisions à prendre et des arbitrages à faire. C'est pour ça que je vous dis, c'est des décisions qui ne peuvent pas être prises du jour au lendemain, c'est des questions qui nécessitent un certain nombre d'expertises. Donc vous dites quand même qu'en 2019 ou 2020, vous allez en mesure où vous allez devoir exproprier des gens qui ont un titre de propriété. L'État vous accorde 10 millions d'euros du fonds Barnier pour gérer vos expropriations. Vous allez comme le faire. Je dis aujourd'hui que nous sommes dans une situation où il s'agit d'une responsabilité pénale. Qui dit responsabilité pénale dit engage la responsabilité de celui qui va délivrer un permis de construire. Toute personne assise à ma place réfléchira à 2 fois, dans un premier temps à parler d'expropriation, dans un deuxième temps à laisser des gens dans des situations dites dangereuses. L'affaire Zintia a été et est toujours la référence en la matière. Lorsque vous parlez d'enveloppe de 10 millions, vous parlez nécessairement du plan Barnier qui est approprié à ce type de situation. Moi, je dis une chose. Je dis qu'il d'abord, il faut répertorier tous ces endroits aujourd'hui dits dangereux. Il faut non seulement les répertorier, mais aussi il faut chiffrer. Alors, une enveloppe qui est lancée de 10 millions, certes, elle a le mérite d'exister. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Ce sont des choses aujourd'hui dont on n'a pas encore de réponse. Donc moi, tant que je n'ai pas les éléments, je ne vais pas parler d'expropriation. Encore une fois, je vous dis, nous sommes à l'ère de la négociation, de la constatation des choses. Nous sommes obligés aujourd'hui d'en trouver quelque part les conséquences aux décisions qui seront prises demain. Donc si il faut aller dans ce sens-là, ça sera uniquement pour sécuriser des vies et non pas pour le plaisir d'expulser, mais chaque fois que nous le pourrons, nous éviterons ces expropriations. Dans son rapport rendu fin novembre, Philippe Gustin proposait de lancer une consultation internationale d'urbanisme et d'architecture. Qu'en pensez-vous? Alors écoutez, chacun peut y aller de ses spéculations. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai un territoire et je vous ai dit qu'il fallait y avoir une visibilité générale de ce territoire. Maintenant, je ne pense pas que ça sera bien perçu par ma population que des experts extérieurs viennent nous expliquer comment nous devons reconstruire notre territoire. Mais pour autant, je pense qu'il y a un vivier local suffisamment intelligent aujourd'hui pour nous apporter leur expertise sur des zones bien réfléchies. Je pense qu'il faut aller de façon plus raisonnée, c'est-à-dire déjà répertorier sur le territoire par rapport à des visions de développement que nous avions en mars dans notre programme, mais cibler un certain nombre d'endroits sur le territoire où nous pouvons porter une réflexion bien particulière. Chaque territoire, que ce soit Cartier-Orléans, Cul-de-Sac, Grand-Case, Marigot, Friars Bay, Sandy Ground, a un aspect différent. Je pense qu'au contraire, au lieu de parler d'un concours général sur des aspects bien particuliers, je pense au contraire qu'il faut aller plutôt dans une concertation, il faut aller plutôt dans une vision de redessiner Saint-Martin. Redessiner Saint-Martin, ça veut dire quoi? Redessiner Saint-Martin, c'est de dire, voilà, sur tel secteur, que pouvons-nous faire pour améliorer et pour revoir la stratégie de développement? Parce que, encore une fois, Cartier-Orléans n'est pas Sandy-Grande et Grand-Case n'est pas Marigot et vice-versa. Et donc aujourd'hui, il faut avoir la décence de, questionner les secteurs pour savoir si le développement dans lequel nous allons nous tourner convient aussi. Il va falloir avoir cette consultation locale, mais il va falloir aussi utiliser les forces vives en présence qui ont l'habitude aujourd'hui des constructions qui seront tournées vers des développements futurs, nos architectes, nos professionnels de la construction sur les choses qu'on peut faire et les choses qu'on ne pourra pas faire. Après, on peut parler d'externaliser sur un plus grand volet des concours sur des projets particuliers avec une visibilité que nous voulons donner toute particulière. Il ne faut pas oublier que nous sommes également, encore une fois, dans un territoire qui est habité à 95% d'une économie tournée vers le tourisme. Et donc il faut le wow que nous devons donner à nos clients
pour qu'ils veuillent revenir ou qu'ils parlent en bien de Saint-Martin, qu'ils aient quelque chose qu'on ne voit pas sur les autres territoires. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Donc l'heure de la grande consultation extérieure viendra quand on aura répondu à certaines difficultés locales. Vous dites qu'il faut redessiner les quartiers, tous les quartiers de Saint-Martin. Dans certains quartiers, il y a beaucoup de constructions illégales, sans permis de construire. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous allez faire de ces maisons? Écoutez, c'est une situation que je trouve en arrivant. C'est une situation qui ne dure pas d'aujourd'hui. C'est une situation... Pardon? Vous ignoriez pas cette situation? Non, mais il ne faut pas non plus demander à des instances locales de réparer les erreurs du passé, que ce soit de la commune, de la com d'avant, mais aussi des services de l'État, puisque votre question est liée nécessairement à une situation de vagues migratoires qui ont été dans certaines localités. Je crois qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience, et nous l'avons fait, de la situation. Il faut assainir, mais ce n'est pas en balayant du revers de la main les problématiques. Il va falloir accompagner la collectivité aussi dans ce nettoyage entre guillemets, mais la question que je pose derrière, c'est si nous allons dans ce que j'entends un peu partout en disant il faut sortir toutes ces personnes, qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes qui sont elles en situation légale sur le territoire? C'est des questions auxquelles il faut apporter des réponses. Alors, on est bien conscient de la problématique, mais les réelles questions à y apporter, c'est peut-être aussi de pratiquer une politique de réhabilitation des logements insalubres, parce que les 3/4 sont dans cette situation, mais pour ça, il faut développer notre politique de logement. Nous sommes plutôt dans une stratégie de politique de logement à l'accession à la propriété, ce qui a été un concept qui a fonctionné dans certaines localités du territoire, et c'est plus vers ce type de construction en termes de logement que cette collectivité voudrait se rendre, avec une mixité du produit. Mais encore une fois, très franchement, et j'apprécie le ton de votre question, parce que ce n'est pas des questions que nous voulons fuir, nous, en tant que collectivité. C'est des problèmes réels. C'est des situations aujourd'hui où ça fait des années qu'on n'arrive pas à apporter des réponses parce qu'on ne pose pas le problème. Aujourd'hui, Irma nous permet de poser ce problème. Oui, vous avez raison, il faut y répondre. Mais la question, c'est que, ou plutôt la réponse aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que la collectivité qui peut l'apporter. On veut bien prendre un certain nombre de choses à notre charge. On veut bien faire un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, il faut qu'on nous en donne les moyens. C'est les moyens qui, aujourd'hui, qui pêchent comme elles ont pêché dans le passé. Mais encore une fois, ce territoire, il faut le redéfinir. Il faut le redéfinir de façon intelligente. Mais il faut aussi accompagner la collectivité sur cette nouvelle redéfinition. On ne peut pas dire, dans un plan pluriannuel d'investissement, on vous donne pour compléter que 6 millions, quand 12,5 millions étaient demandés, pour justement répondre à cet assainissement. Parce que pour enlever les gens, il faut leur proposer des mesures d'échange. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut décemment proposer quand on n'en a pas les moyens financiers? Quelle est votre relation aujourd'hui avec Sint-Maarten ? Écoutez, sur l'ensemble des acteurs que moi j'ai pu rencontrer, les relations sont plutôt bonnes. Sur le devenir, la constitution du nouveau gouvernement, j'attends de voir, je crois que c'est le 2 avril, que nous aurons la composition du gouvernement hollandais. Ce sont des personnes avec qui j'ai déjà eu des discussions dans leurs fonctions précédentes et avec lesquelles on est d'accord sur l'idée d'aller vers United Congress French and Dutch. Pourquoi, me direz-vous? D'abord, parce qu'il faut qu'on se fixe les règles là aussi. Si on veut une réelle coopération, et l'île a besoin de cette réelle coopération, elle a besoin non seulement d'une réelle coopération, mais elle a besoin de transparence. Elle a besoin de transparence, elle a besoin de visibilité sur ce que les deux parties veulent effectivement en termes de coopération. Oui, l'assainissement est un problème. Oui, le réseau routier en est un autre. Oui, le tourisme est une question primordiale pour notre territoire. Et oui aussi, il faut qu'ensemble, nous puissions avoir une volonté, une stratégie sur certains problèmes, sur certains sujets qui seront de toute façon des questionnements pour notre territoire. Et si nous continuons à signer des memorandums of understanding
qui sont des signatures qui lient le président de la collectivité et le Premier ministre du côté hollandais, eh bien, ça ne sera des conventions qui engageront que 2 personnages. Si nous avons un congrès franco-hollandais, nous avons là un corps délibérant, nous avons une assemblée qui prendra des décisions et ces décisions seront entérinées par des délibérations. Alors bien évidemment, chacun dans ses compétences respectives pour ensuite les faire valider au sein de nos parlements nationaux et respectifs. Voilà ce que moi je me suis engagé au sein de mon équipe de proposer à nos amis néerlandais. Et aujourd'hui, le retour est plutôt favorable puisque dans tous les meetings politiques qu'il y a pu y avoir pendant la campagne côté hollandais, dans toutes les discussions que j'ai pu avoir depuis mars 2017, le retour est plutôt favorable pour aller dans cette direction. Quand pensez-vous que Saint-Martin aura retrouvé un nouveau visage ou un plus beau visage? Estelle, Saint-Martin a déjà un nouveau visage. Si vous regardez Saint-Martin après le 6 septembre 2017, vous verrez qu'aujourd'hui, Saint-Martin a déjà un nouveau visage. Il s'agit aujourd'hui de savoir à quel moment cette renaissance de ces cendres arrivera. C'est un processus qui a été déclenché, c'est un processus qui a commencé. Comme je le dis, il y a des améliorations qui peuvent se voir tous les jours. D'ailleurs, régulièrement, les personnes qui font des va-et-vient sur ce territoire constatent les évolutions qui y sont faites. Maintenant, il est vrai qu'il y a la reconstruction des hôtels, il y a la reconstruction d'un certain nombre de bâtiments publics pour revenir à un fonctionnement normal. Je pense notamment aux écoles. Quand est-ce qu'on va retrouver un visage complètement réparé de ce territoire? J'ai presque envie de vous dire le plus rapidement possible. En tous les cas, c'est ce que je m'efforce de faire, c'est trouver les moyens pour que cette collectivité puisse ressurgir, se relever et repartir de l'avant. Je ne suis pas le tempérament de quelqu'un de défaitiste. J'ai reçu une enveloppe. Quand je dis j'ai reçu une enveloppe, j'ai pris acte de ce qui a été décidé dans la réunion interministérielle validant le plan pluriannuel d'investissement. J'ai décortiqué avec mes équipes. Je prendrai mes responsabilités et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir aujourd'hui pour faire en sorte que Saint-Martin retrouve ses lettres de noblesse.